En France, 11 vaccins seront obligatoires pour les enfants dès le 1er janvier prochain, contre 3 seulement aujourd'hui. Est-ce vraiment nécessaire? Les vaccins, on en parle avec l'invité du Grand Angle. Bonjour Lise Barnéou. Bonjour. Alors vous êtes journaliste scientifique, réalisatrice de documentaires, auteur de plusieurs livres, entre autres sur la biodiversité, la procréation assistée ou la médecine prédictive. Et puis on peut dire que votre dernier livre, Immunisé aux éditions Premier Parallèle, arrive au bon moment puisque vous proposez un nouveau regard sur les vaccins, c'est le sous-titre du livre, alors que la ministre française de la Santé, Agnès Buzyn, a confirmé hier que dès le 1er janvier 2018, 11 vaccins seront obligatoires pour les enfants en France. 11 vaccins contre 3 seulement jusqu'ici. Pour vous, c'est une bonne décision, c'est une mesure de santé publique? Disons que sur le fond, ces 11 vaccins, ce sont finalement des vaccins que la plupart des nourrissons ont déjà. Donc sur le fond, pour moi, il n'y a pas d'incohérence majeure, mais sur la forme, oui, voilà. Sur la forme de la contrainte et de l'obligation, là, c'est là où je suis en désaccord, effectivement. Pourquoi vous êtes en désaccord? Parce que je pense pas que ce soit la meilleure manière de restaurer la confiance. Je pense que c'est pas contraindre n'a jamais permis de restaurer une confiance, c'est comprendre que les parents et les Français ont besoin. Alors, avant de parler de cette méfiance des Français vis-à-vis des vaccins, je vous propose de regarder ensemble quels seront les nouveaux vaccins obligatoires. Voici les explications de Pauline Forgue de France 2. À seulement 3 semaines, c'est la toute première piqûre pour ce bébé. Axel vient de recevoir des anticorps contre la tuberculose, un vaccin recommandé. D'autres vont devenir obligatoires. Une bonne nouvelle pour ce pédiatre. Certes, les vaccins ne sont pas parfaits, oui, ils ne sont pas parfaits. Ils sont perfectibles, oui, mais ça n'a rien à voir avec les vaccins d'il y a 20 ans. On n'a plus du tout les mêmes réactions, sont exceptionnelles. Le bénéfice-risque ne se discute même pas. Aujourd'hui, seuls 3 vaccins sont obligatoires. Diphtérie, tétanos et poliomyélite. Mais 8 autres vaccinations jusqu'à présent recommandées devraient rejoindre la liste, comme la coqueluche, la rougeole et les oreillons. Sont concernés tous les enfants de moins de 2 ans vivant en France. L'élargissement de la vaccination obligatoire entrera en vigueur au 1er janvier 2018. Alors on en parlait, on sait que les Français sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des vaccins. Il y a eu une étude, je crois, qui a été publiée l'an dernier, fin de l'année dernière, où il apparaît que 31% des Français ne font pas confiance à la vaccination. Pourquoi cette méfiance et d'ailleurs parfois même ce rejet de certains Français vis-à-vis des vaccins? Alors cette étude dont vous faites référence, c'est une étude menée à l'international par une chercheuse anglaise. Elle a sa limite qui est, la question était très globale. Ces 31% dont vous faites référence, la question était la suivante. Globalement, pensez-vous que les vaccins sont sûrs? Donc 30% des Français ont répondu non ou plutôt non. Ouais. Mais pour moi, ça ne veut pas dire que 30% des Français sont hostiles à la vaccination. Ça veut dire que beaucoup de Français se posent des questions sur la sécurité des vaccins. Et par exemple, on a parlé de coqueluche, de rougeole. Alors la France est menacée par une nouvelle épidémie de rougeole, de coqueluche. C'est nécessaire? Très récemment, en France, on a eu une épidémie de rougeole entre 2008 et 2011, qui a quand même... avec quelques cas mortels, d'ailleurs. Avec une dizaine de cas mortels, et puis 1500 séquelles irréversibles. Donc oui, c'est le genre d'épidémie qui peut survenir à partir du moment où la couverture vaccinale passe en dessous d'un certain seuil. Ensuite, il faut relativiser, c'est pas non plus une urgence sanitaire pour un pays comme la France. Ouais. Par contre, ça peut aller dans certains pays africains. Évidemment, voilà, c'est le point sur lequel je voulais insister. En France, on n'est pas non plus face à une urgence sanitaire. Les taux de couverture vaccinaux sont tels qu'on est quand même bien couvert. Et puis le contexte épidémiologique est tel qu'il n'y a pas de danger particulier propre à la France. Alors justement, quand les maladies sont pratiquement éradiquées ou totalement éradiquées, que le taux est très, très large, à quoi ça sert de continuer à vacciner alors? Eh bien parce que beaucoup de vaccins ne suppriment pas le pathogène. Et ça, c'est vrai que c'est difficile à comprendre. Mais par exemple, le vaccin contre la diphtérie, ce vaccin n'empêche pas la transmission de la bactérie. Donc la bactérie circule encore parmi nous. Et on l'a vu il n'y a pas si longtemps avec un enfant en Espagne qui est décédé de la diphtérie. On s'est rendu compte qu'il l'avait transmise à une dizaine d'enfants dans sa colonie de vacances. Et donc c'est une bactérie il y aura toujours, elle sera là toujours parmi nous, exactement comme le tétanos. Donc il y a des maladies
que la vaccination ne pourra jamais éradiquer. Justement, vous parlez de bactéries. De quoi nous protège exactement un vaccin? Des virus, des bactéries? Eh bien, de pathogènes virulents, de pathogènes dangereux pour nous. Donc, ce sont soit des bactéries, soit des virus. Alors, souvent, on dit que les Français se méfient des vaccins, pas tellement à cause du vaccin, mais à cause de ce qu'on appelle les adjuvants, c'est-à-dire ce qu'on met aussi dans le vaccin. Et on parle souvent de l'aluminium. Est-ce que l'aluminium qu'on met dans certains vaccins sont dangereux pour la santé? Alors c'est vrai que c'est une des inquiétudes principales des parents en France. C'est un adjuvant qu'on utilise depuis très longtemps et on se rend compte aujourd'hui que chez certaines personnes, en l'occurrence c'est une partie infime de la population, les particules d'aluminium qu'on utilise dans les vaccins restent dans le muscle dans lequel on a pratiqué l'injection. Une hypothèse d'un chercheur français qui travaille avec d'autres chercheurs, 4 ou 5 équipes dans le monde sur cette question, est que ces particules d'aluminium que l'on garde ici, qui s'apparentent à une cicatrice vaccinale, pourraient ensuite migrer dans le cerveau et provoquer des symptômes, et notamment cette fatigue chronique dont se plaignent les patients qui sont venus voir ce chercheur Romain Gherardi en France. Pourquoi on met de l'aluminium? Pourquoi on met un adjuvant? On met de l'aluminium, c'est un peu le revers, si vous voulez, de nos vaccins de plus en plus purifiés. Si on met juste des petits bouts de virus tués dans notre organisme, notre système immunitaire, il va passer à côté comme s'il n'avait rien vu. Si on veut lui dire, attends, là, ce qu'on t'a mis dans le muscle, c'est quelque chose de dangereux, il faut que tu réagisses. On a besoin de rajouter quelque chose pour attirer son attention, et c'est le rôle de ces particules d'aluminium. Que risquent les parents en France qui refusent de faire vacciner leur enfant? Parce qu'il y en a qui refusent. En France, il y a des sanctions, effectivement, c'est même des sanctions pénales. Après, il faut quand même souligner que la décision de la ministre, pour l'instant, n'est pas encore passée au Parlement. Donc, il faut quand même voir ce qu'il sortira dans cette loi santé qui sera discutée cet automne au Parlement. Ce qui veut dire que les vaccins en question ne seront peut-être pas obligatoires le 1er janvier prochain? J'imagine mal la ministre reculer sur ce sujet, mais moi, je préfère toujours attendre l'écriture de loi finale pour pouvoir en juger. Alors, on entend dire souvent, on lit parfois que les vaccins, c'est un gros business pour l'industrie pharmaceutique. Vous en parlez dans votre livre, c'est le chapitre Big Pharma. Et vous citez en particulier d'ailleurs 4 multinationales qui se partagent plus de 65% du marché du vaccin. On va les citer, c'est GSK, c'est Merck, c'est Pfizer et le français Sanofi Pasteur. Est-ce que ces grands groupes peuvent dicter leurs lois au gouvernement et en fonction, j'allais dire, de leurs intérêts? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Alors, il faut préciser qu'ils se partagent 80% du chiffre d'affaires, mais en vérité, le nombre de doses produites l'est par d'autres fabricants dans des pays émergents. Mais effectivement, ce sont des gros poids pour les pays européens, chez qui les vaccins proviennent essentiellement. Est-ce qu'ils influencent les décisions de santé publique? Dans plusieurs situations, et je pense notamment à la crise H1N1 en 2009, des enquêtes ont montré qu'effectivement, il y avait un lien malsain entre les experts et ces entreprises qui pourraient influencer non seulement le choix des vaccins, mais aussi la temporalité du calendrier vaccinal. Ce que vous écrivez, par exemple, c'est que les industriels du médicament, souvent, ils dramatisent le danger de ne pas prendre un vaccin, de ne pas se faire vacciner. Ça, c'était flagrant pour la campagne contre l'hépatite B dans les années 90, où l'État s'était tout à fait désengagé de cette campagne de vaccination et a laissé les firmes pharmaceutiques gérer cette campagne. Et c'est là où, à mon sens, ça a été tout à fait désastreux, parce que d'abord, on n'a pas contrôlé la cible de cette campagne qui a complètement explosé. On a vacciné un tiers de la population en très peu de temps, et dont des personnes adultes qui n'étaient pas du tout à risque. Et puis on a utilisé des messages de santé publique tout à fait erronés, et ça c'est effectivement ça a éveillé des soupçons aussi contre. Ça a éveillé des soupçons de complot, et ça c'est là où on sape la morale, c'est là où on sape la confiance. Des Français. Justement, est-ce que l'information qui circule dans le public sur les vaccins, sur la vaccination, est-ce que l'information est suffisante? Non, elle n'est pas suffisante. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. Ma
ma fille a attrapé la rougeole à 2 mois, avant toute vaccination. J'ai voulu me renseigner à la fois sur la maladie et sur le vaccin, et j'ai pas trouvé d'informations satisfaisantes, indépendantes, chiffrées. Moi, je cherchais tout bêtement des taux de notification, par exemple, d'effets indésirables par vaccin. Et ça, c'est pas possible de trouver ça en 2 clics. Il faut lire je ne sais combien de revues scientifiques, accéder à des sites spécifiques. Enfin, c'est très compliqué pour avoir une information complète sur le sujet. Ce qui explique que parfois, enfin souvent d'ailleurs, la vaccination, ça relève de la croyance, qu'on soit pour ou contre les vaccins d'ailleurs. Oui, parce que le manque d'information suscite une méfiance, un doute, et plus on doute, plus on croit savoir, et en fait on tombe dans la croyance, et c'est ainsi qu'on a deux pôles. Le débat est trop polarisé en France, avec, je les ai appelés un peu ironiquement dans mon livre, les hérétiques d'un côté et les bigots de l'autre, mais il faudrait que ces 2 pôles se parlent et discutent, parce que les questions sont tout à fait légitimes. Alors vous écrivez dans votre livre que votre objectif au départ, c'était d'interroger la place et le rôle des vaccins dans notre société. Qu'est-ce que les vaccins en fait révèlent de notre société actuelle? Oui, les vaccins disent des choses sur notre société. Je vais vous donner un exemple. La ministre de la Santé dit, à juste titre, que se vacciner, c'est protéger les autres, protéger les plus faibles, ce qui est vrai pour un certain nombre de vaccins, notamment le vaccin contre la rougeole. Ouais. Sauf qu'en France, aujourd'hui, 3 vaccins sont obligatoires, vous l'avez rappelé, la diphtérie, le tétanos et la polio. Et il se trouve que ces 3 vaccins-là ne protègent que la personne qui se vaccine. Ce sont des vaccins égoïstes. Ils n'ont aucun impact sur la transmission des pathogènes, et donc ils n'ont aucun impact sur la collectivité. Et je trouve ça quelque part cocasse, la situation française, où on a ce discours qui insiste systématiquement sur la dimension collective, la solidarité, et puis ces lois qui finalement favorisent les vaccins les plus égoïstes du calendrier vaccinal. Alors un petit mot d'histoire, parce qu'on en parle aussi dans l'histoire de la vaccination. En France, quand on dit vaccin, on pense évidemment souvent à Louis Pasteur, le vaccin contre la rage, mais Pasteur a eu des précurseurs, entre autres 2 Anglais, Lady Montagu et Edward Jenner. Ce sont des histoires, c'est l'inoculation en fait. Alors effectivement, Jenner, c'est un précurseur de Pasteur, c'est lui qui a inventé, si vous voulez, le principe d'injecter en fait, pas vraiment le virus atténué de la variole, mais un virus qui était chez l'animal, chez la vache en l'occurrence, et il s'est rendu compte que ça pouvait protéger contre la variole humaine. Lady Montagu, c'est pas vraiment c'est pas dans le même sens. On va dire que c'est la première femme à avoir fait la publicité de cette variolisation. Donc ça, c'était avant Jenner. Et donc effectivement, c'était une femme assez courageuse, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus polémique encore qu'à notre époque. En plus qu'une femme s'en occupe, c'était sans doute encore plus polémique. Voilà, je renvoie à tout ça, ça se trouve dans votre livre, je renvoie donc à ce livre. Et je tiens à dire qu'à la fin du livre, il y a des informations sur les 16 principales maladies dont on peut se protéger par un vaccin, de la diphtérie à la varicelle, en passant justement par l'hépatite B, vous l'avez signalé. Donc immuniser, un nouveau regard sur les vaccins, aux éditions Premier Parallèle. Merci Lise Barnéo. Merci à vous d'être venue en parler sur le plateau du 64 minutes.